passe à la communication de Mario sans faire la pause. Je pense qu'il y a des protestations diverses qui se manifestent par des départs ponctuels. Mais voilà, on va parler maintenant de données du point de vue de la pédopsychiatrie sur les conditions de l'apprentissage et quelque chose qui est directement en lien avec ce qu'on vient de voir là, mais du côté, bien entendu, de la pédopsychiatrie. Donc, Mario est professeur de psychiatrie infanto-juvénile à l'Université de Versailles, chef du service de pédopsychiatrie du CHU de Versailles, responsable de l'équipe Micherm, c'est notre avenir, psychiatrie du développement du centre d'épidémiologie en santé publique que dirige le professeur Falissard. Donc là, on est dans quelque chose de... il est, pour nous, l'un de ceux qui s'est le plus largement ouvert à la prise en compte de cette double nécessité de parler de l'esprit et du cerveau à la manière de la pédopsychiatrie, autour des notions du développement dans sa complexité. Merci Mario d'avoir accepté de venir. À toi. Merci à vous. J'essaie d'arriver à projeter mon diaporama, mais pour l'instant, ça ne marche pas. Vous l'avez que sur un écran, mais ça, c'est pas... Ah, voilà, non, si c'est bon. On ne maîtrise pas, nous. Ouais. C'est pas grave si c'est ça là. Parfait. Merci Michel pour cette invitation et je suis très heureux d'être avec vous, même si la question qui m'a été posée de traiter des conditions d'apprentissage ferait trembler bien de personnes vu la complexité du domaine. Quelles sont les conditions d'apprentissage? Alors, dans cette présentation forcément courte et limitée, je vais essayer d'avoir deux objectifs. Un premier objectif qui est celui d'essayer justement de réfléchir à quelles sont les conditions nécessaires au développement du processus d'apprentissage. Et secondairement, à ce que j'appelle la construction de l'identité d'apprentissage. Notamment le fait de pouvoir être dans une position qu'on pourrait définir d'agentivité et un sentiment de soi dans le processus d'apprentissage lui-même. Alors, juste quelques éléments de précision pour contextualiser les choses. Quand j'évoque apprentissage, je souhaiterais élargir le champ en évoquant le fait que les apprentissages scolaires, de mon point de vue, ça n'est qu'un cas de figure spécifique de la fonction plus générale de l'apprentissage. Et donc que, de mon point de vue, l'apprentissage, c'est, on pourrait dire, la vie elle-même, le fait qu'on est en relation avec un environnement qu'on va métaboliser, qui va nous transformer dans le temps. Donc, quand je parle d'apprentissage, je parle moins d'apprentissage scolaire, même si, évidemment, c'est un point qui m'intéresse particulièrement en tant que clinicien et spécialisé dans les troubles des apprentissages. Une deuxième remarque, c'est le fait que quand on parle d'apprentissage, notamment de difficultés, on parle de difficultés, on parle de troubles, avec un continuum qui se situe de façon totalement arbitraire. Et je tiens à préciser, juste pour une question de langage, de la confusion permanente auquel on est confronté entre troubles des apprentissages qui indiquent en réalité la sévérité de l'impact adaptatif indépendamment des causes, un enfant qui est un échec scolaire et donc qui a un trouble dans le sens de la sévérité que cela génère dans sa vie, par rapport à ce qu'on appelle actuellement les troubles spécifiques des apprentissages, dans lesquels on considère qu'il existe des mécanismes cognitifs spécifiques impliqués dans le traitement de l'information qui nécessitent d'être employés pour obtenir des apprentissages spécifiques. Alors, nous avons beaucoup une littérature de plus en plus grande concernant la spécificité, qui actuellement a pris une place très importante, alors que je pense que l'idée d'une non-spécificité est probablement largement dominante, et la question de cette continuité que mes collègues viennent juste d'évoquer est vraiment à rappeler.
Donc la question de la spécificité est probablement une manière d'organiser la pensée, même s'il y a des supports qui sont tout à fait intéressants, qu'une vérité qui serait dans toutes les situations, et revenir à quand même un concept plus large de trouble en impliquant toutes les causes possibles me semble essentiel. Alors, si j'aborde le premier point, qui est notamment celui, quelles sont les conditions nécessaires à l'apprentissage chez un enfant? Je dirais, pour simplifier beaucoup le discours, il y a 3 points qui me viennent à l'esprit et qui me semblent importants à retenir. D'abord, c'est l'idée d'un équipement personnel non altéré, l'équipement cognitif, le substrat cognitif, tout ce qui est justement ce qui nous permet de traiter l'information. Donc ça, c'est un premier niveau qui me semble absolument essentiel à retenir, et je pense que tout le monde en conviendra, il faut avoir un cerveau, même si tout n'est pas réduit au cerveau et qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut bien sûr intégrer. Mais ça, c'est une sorte d'élément de base avec toute la variabilité qui existe entre les uns et les autres autour de cet équipement. Un deuxième niveau, c'est celui de pouvoir permettre à l'enfant de donner des réponses à ceux besoins fondamentaux. Alors, il y a un certain nombre de besoins fondamentaux pour les enfants. On pourrait penser aux besoins fondamentaux, juste le fait de pouvoir être bien alimenté, bien soigné, et bien d'autres aspects de base. Mais il y a quelque chose qui est essentiel, c'est le fait qu'un besoin fondamental de l'enfant, c'est le fait d'être reconnu comme un être intentionnel. Donc, on n'est pas centré sur ce qu'il exprime dans ses comportements, mais ses intentions. Ses intentions, c'est-à-dire ses états mentaux qui sont derrière les comportements qu'il exprime. Et un troisième niveau que je vais essayer d'explorer, c'est le fait qu'il est nécessaire pour qu'un enfant puisse être dans un apprentissage, un processus d'apprentissage, qu'il ait acquéri une confiance de base de lui-même, mais une confiance de base dans l'environnement auquel il va être confronté. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments de ces 3 niveaux, bien que, évidemment, je n'aurai pas le temps de les développer, et en insistant peut-être sur 2-3 points qui me semblent importants à avoir à l'esprit quand on pense à ce type de questionnement. Alors, un premier point est celui de l'équipement cognitif. On a, et là il faut dire, on a été extrêmement enrichi par les connaissances que les sciences, les neurosciences cognitives nous sont apportées. Et je pense que là c'est vraiment la révolution cognitive des dernières années a apporté quelque chose de relativement exceptionnel dans les connaissances que nous avons, et en particulier la neuropsychologie cognitive dans le domaine des apprentissages nous a apporté des éléments extrêmement intéressants. Mais je voudrais juste vous mettre ce tableau, qui est un tableau qui m'aide beaucoup dans ma pratique quotidienne. C'est un tableau qui montre comment le développement de toutes les compétences cognitives se fait de façon clairement inscrite dans une matrice relationnelle. Déjà, c'est comme si on devait avoir de façon assez intuitive l'idée quand même que tout le développement de compétences cognitives qui viennent, qui ont des soubassements biologiques, génétiques extrêmement forts, ne s'exprime, ne se déploie que dans le cadre d'une matrice relationnelle. Et là, je fais référence à une matrice relationnelle primaire, les figures de soins, de care, des tout premiers moments de la vie, mais évidemment qui nous accompagnent pendant toute la vie. Et qu'il existe donc un élément essentiel qui est l'intersubjectivité, la motivation de l'intersubjectivité, c'est-à-dire le fait que l'enfant est en relation avec d'autres personnes qui vont voir en lui, en tant qu'être intentionnel, quelqu'un qui a une motivation à rencontrer l'autre. Et c'est là que le développement des différentes compétences, que ce soit le langage, la motricité, l'attention, les fonctions exécutives, vont être des outils qui vont progressivement se développer dans le cadre des échanges que l'enfant va avoir avec son environnement. Et il va utiliser ses compétences, il va entraîner ses compétences, avoir expérimenté ses compétences, autant dans le domaine physique
que dans le domaine social. Les deux vont être d'ailleurs étroitement intriqués. Il y a des fonctions particulières, le langage, l'attention, qui sont probablement des fonctions qui vont être transversales, qui vont accompagner l'enfant à organiser ses propres processus cognitifs. Et le langage, évidemment, va avoir une place très importante. Mais pour développer quoi? Non seulement les compétences en tant que telles, cognitives, mémoire, attention et apprentissage spécifique, mais encore plus tous les processus, on pourrait appeler socio-émotionnels, pour aller vite, j'y reviendrai, qui nous permettent d'être en relation avec les autres. En premier lieu, par exemple, tout ce qui est la capacité à se mettre à la place de l'autre, soit sur le plan cognitif, comme la théorie de l'esprit, mais sur le plan aussi émotionnel, comme l'empathie. Et tout ça va évidemment évoluer dans le temps. Donc je ne m'arrête pas beaucoup sur cette partie concernant les compétences cognitives, parce que pour moi c'est une évidence, mais l'évidence est peut-être à ajouter au fait que tout ça, c'est forcément dans un développement qui s'inscrit dans une intersubjectivité permanente. Alors, si on va sur le deuxième point, celui des besoins fondamentaux. Alors, quand j'évoquais le fait que tout cela se passe dans la matrice relationnelle, il est évident que pour moi, les apprentissages ne se font que dans la relation. On pourrait dire qu'on n'apprend pas en dehors de la relation et de l'intersubjectivité avec l'environnement. Et pour moi, l'attachement, la théorie de l'attachement, est un point de repère très important pour organiser la manière que je arrive à concevoir la manière qu'a l'enfant d'apprendre dans son parcours de vie. Et il y a trois grandes fonctions que l'attachement exerce. Deux qui ont été depuis longtemps connues et développées, et je pense qu'il y a une certaine familiarité avec le fait que l'attachement assure d'un côté la protection de l'enfant, en situation notamment de détresse, et que si l'enfant est en situation de sécurité, il peut alors explorer l'environnement. Il peut explorer les connaissances. S'il n'est pas en situation de sécurité, toute nouveauté devient menaçante et l'enfant ne va pas pouvoir s'y mettre en relation d'une façon adaptée. Mais il y a une troisième dimension qui est probablement moins connue, qui est inscrite dans l'attachement. C'est le fait que l'attachement est le moyen d'organisation de la transmission culturelle des savoirs. C'est-à-dire qu'on passe d'un niveau plus individuel à un niveau plus collectif, voire historique dans l'histoire de l'humanité. Et donc cette notion de confiance épistémique, qui est pour moi actuellement un organisateur de ma pensée clinique et probablement aussi théorique. Alors, juste un point de détail sous comment effectivement l'enfant tout petit et puis pendant toute sa vie avec des modalités évidemment bien plus développées va se mettre en rapport avec les connaissances. Alors globalement, tout enfant en situation de détresse, et quand je parle de détresse, c'est le fait d'être confronté à quelque chose qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne régule pas, donc des nouvelles connaissances, mais aussi autant sur soi que sur l'extérieur, va être en situation de danger, de menace. Et c'est là que l'attachement joue un rôle, parce qu'au moment où l'enfant va se trouver en situation de face à la nouveauté, eh ben, il va activer son attachement, c'est-à-dire va activer son envie, sa nécessité d'être en proximité avec des figures d'aide, de soins, d'attachement, qui vont, par leurs interventions régulières, aider l'enfant à se réguler. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte que un sentiment de sécurité par rapport à une nouveauté s'exprime grâce à l'action de l'environnement. Et qu'est-ce que produit cette action de l'environnement qui crée un sentiment de sécurité? L'inactivation de l'attachement et la possibilité d'explorer. Et grâce à la possibilité d'explorer, donc globalement, l'attachement est ce qui permet d'explorer, ce qui permet d'aller vers la nouveauté. Sans attachement, il n'y aurait pas de capacité par le sujet d'aller vers la nouveauté. Dans l'histoire probablement de l'humanité, l'équilibre entre rester à proximité du groupe et explorer a dû trouver un équilibre, parce que trop loin, c'est la perte, c'est la mort, trop proche, c'est l'absence d'exploration dans l'environnement qui va nous enrichir et qui va enrichir éventuellement l'espèce. Alors,
comment ajouter à ces deux volets la confiance épistémique et donc la question un peu de la transmission culturelle des savoirs. Alors, probablement à l'époque du Pléistocène, à peu près, j'ai du mal un peu à le situer en termes historique, la question qui s'est posée aux hommes, c'était le fait qu'à un moment, on a commencé à développer, à créer des outils pour faire des outils. C'est-à-dire qu'on a distancié l'objet lui-même inventé du fait de l'utilisation elle-même. Et donc, certains objets qui étaient immédiatement compréhensibles juste en les regardant, ont nécessité le fait de quelqu'un qui puisse expliquer de comment utiliser un objet qui était éloigné de sa présentation immédiate. Donc, globalement, l'homme a dû développer des capacités de communication entre membres de l'espèce pour essayer d'expliquer comment des objets devaient pouvoir être utilisés. Donc c'est une nécessité de survie grâce à l'évolution de l'espèce elle-même. Mais la question qui s'est posée à ce moment-là, c'est donc j'ai besoin de quelqu'un qui m'explique comment fonctionne le monde. Et la question qui immédiatement l'homme s'est posée, c'est comment, effectivement, notamment les jeunes humains, apprennent à sélectionner parmi toutes les informations auxquelles ils sont confrontés et toutes les sources d'informations auxquelles ils sont confrontés, ceux qui sont pertinentes pour le soi, qui sont à mémoriser et qui sont généralisables au monde au-delà de la personne individuelle avec qui on est en contact. C'est la question qu'on ne peut pas être forcément avec le même niveau d'attention et d'acceptation d'informations vis-à-vis de l'ensemble des informations auxquelles on est confronté. Quelque chose qui est fortement inscrit dans le fonctionnement humain, c'est probablement ce qu'on appelle une vigilance épistémique. Le fait qu'il faut sélectionner les informations et décider quelles sont les pertinentes et celles qui ne le sont pas. Et donc, globalement, le mécanisme que l'espèce a probablement développé, c'est que pour réduire cette vigilance de possibles dangers d'informations non pertinentes, les hommes ont développé, au contraire, ce qu'on appelle la confiance épistémique, mais grâce à des manières d'augmenter la pertinence de la source d'information concernant le soi. Alors, pour être un peu plus spécifique, un peu plus clair, globalement, c'est ce qu'on appelle la posture pédagogique qui a été probablement développée par l'espèce, c'était celle de proposer ce qu'on appelle des indices ostensibles de communication, c'est-à-dire des choses comme le regard, le contact oculaire, le tour de rôle, la contingence dans les réponses, tout un tas de signes qui se caractérisent par 2-3 aspects particuliers. C'est la maman qui, face à son bébé, va le regarder, va utiliser sa voix particulière, va attirer toute l'attention de l'enfant sur son visage, sur sa personne, pour communiquer une information qui va être importante pour l'enfant. Mais qu'est-ce qui est spécifique de ce mode de se mettre en relation avec l'autre? Ces indices ostensibles, c'est qu'ils font que l'autre est perçu comme un self, comme un être intentionnel, à qui on porte une attention particulière. C'est-à-dire, ce n'est pas une information qu'on lâche et qu'on donne de façon anonyme, mais on se met à la place de l'autre pour voir le monde de son point de vue, pour lui transmettre quelque chose qui est donc pertinent pour la personne avec qui on est en lien. C'est-à-dire que c'est des conditions qui font que la confiance épistémique, c'est comment on génère des conditions qui font que la source d'information qui va produire une information, elle est considérée comme pertinente. Est-ce que ce que tu vas me dire va être pour moi utile? Est-ce qu'il va être pertinente? Est-ce qu'il va être à mémoriser? Est-ce que je peux l'utiliser pour comprendre le monde à l'extérieur de la relation spécifique? Et évidemment que l'attachement a cette capacité de créer cette spécificité, c'est-à-dire il y a des figures qui vont être des sources d'informations pertinentes parce qu'ils ont eu une certaine sensibilité vis-à-vis de nos besoins, de mes besoins, qui m'ont considéré comme un être intentionnel, à qui je peux faire confiance, et donc ce qu'il va me dire va être pertinent pour moi. C'est une manière d'augmenter la pertinence cognitive de l'information aussi qui va être reçue.
Certains d'entre vous ont sans doute vu cette vidéo que je trouve très passionnante d'un maître qui accueille les élèves le matin quand ils arrivent en classe et qui fait un check individualisé à chacun des élèves qu'il voit. C'est-à-dire qu'il transmet l'information à l'enfant de dire « tu n'es pas un élève comme un autre, mais je vois le monde de ton point de vue, j'essaie de me mettre à ta place pour voir quels sont tes besoins, quelles sont tes spécificités, parce que tu as une intentionnalité des états mentaux qui sont propres. » Donc, un enseignant qui se positionne de cette manière crée les conditions pour l'élève d'une ouverture de ce qu'on appelle une autoroute épistémique. Si quelqu'un est capable de se mettre à ma place et voir le monde de mon point de vue, il a peut-être quelque chose d'intéressant à me dire sur moi. Et pas une information, qu'elle soit universelle ou des connaissances et qui seraient valides pour tout le monde, mais des informations qui sont valides pour moi et qui donc je peux utiliser. Alors, cela évidemment, ça a un avantage cognitif majeur. Et je juste vous montrer rapidement une autre image que vous connaissez sans doute de la référence sociale. Je ne peux pas forcément avancer. Bon, c'est pas grave. La situation de ce qu'on appelle de la visual edge, en français on dirait du précipice visuel. C'est une situation qui a été développée dans les années 80 par Joseph Campos, dans laquelle on met l'enfant dans une situation de doute cognitif. C'est-à-dire on le met face à une falaise visuelle et on lui met un objet, voilà, vous le voyez, un objet très attrayant de l'autre côté, mais avec une situation dans laquelle il y a un potentiel danger. L'enfant a envie d'aller vers cet objet qui l'intéresse, la nouveauté, mais il est confronté à un doute. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Parce que il y a une vitre, et donc, mais lui, il ne sait pas qu'il y a une vitre, donc il pourrait tomber de l'autre côté. Et donc, qu'est-ce qu'il fait cet enfant pour décider s'il faut y aller ou pas, s'il faut prendre le risque d'aller vers la nouveauté? Eh bien, il regarde la mère, le visage de la mère, pour savoir si des signes ostensibles de communication lui disent « vas-y mon petit, il n'y a pas de danger ». C'est-à-dire que pour régler un problème cognitif, il passe par le volet émotionnel. Et donc on voit comment l'émotion n'est pas un attribut secondaire de la cognition, c'est ce qui permet l'accès à des questions de choix cognitifs qui sont bien plus complexes. Alors, d'ailleurs, c'est le deuxième enfant, par exemple, où la maman, on lui dit de montrer la panique, il ne passe pas, il ne s'engage pas dans l'action. Alors, une autre manière de le voir, c'est que l'attachement crée les conditions aussi pour la confiance, non seulement de l'autre, mais aussi la confiance dans ses propres perceptions et ses propres capacités. Il y a Kathleen Corriveau, qui est une chercheuse canadienne, a fait une étude qui était passionnante. Elle a investigué un groupe d'enfants d'âge de 4 ou 5 ans pour lequel on avait investigué leur capacité, leur style d'attachement. Vous connaissez tous les styles d'attachement sécure, évitant, ambivalent, désorganisé, qui est probablement un peu plus pathologique. Donc on connaissait les styles d'attachement de ces enfants. Et on les a exposés à une situation qui est une situation de doute cognitif. C'est-à-dire on a créé des objets hybrides, des objets qui pouvaient être 50% un cheval, une vache, ou 75% un poisson et 25% un oiseau. Donc avec des proportions d'animaux inexistants, et on demandait à l'enfant de l'âge de 4-5 ans de donner du crédit à comment ces objets qu'il ne connaissait pas s'appelaient à partir d'une information qui venait soit de la mère, soit d'un investigateur. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les enfants sécures sont capables, dans une situation dans laquelle on expose globalement un objet qui est de toute évidence contradictoire avec la perception qu'il en a, mais avec une maman qui lui dit il s'appelle, par exemple, je prends l'exemple de poisson-oiseau, c'est 75 poissons, la mère dit c'est un oiseau. Donc c'est contraire à sa perception qu'il a, c'est davantage un poisson. Et un enfant qui est sécure dans son attachement, il est capable de se dire, même si c'est ma mère qui me donne l'information, je fais confiance à ma perception,
Donc, dans ce doute, ma perception est dominante dans une situation d'incertitude. Par contre, si 50-50, vaut mieux quand même s'appuyer sur ce que dit maman, parce que j'ai une histoire d'attachement avec elle qui me fait que les informations qu'elle me transmet sont pertinentes. Mais il est capable de mettre en doute une information ambiguë en s'appuyant sur son propre percept. Les enfants évitants ont tendance à se méfier des informations qui viennent de l'environnement, que ce soit de l'éducateur comme de la mère, même quand cette information elle est pertinente d'un point de vue de la dominante de pourcentage de valeur du nom de l'objet. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance à sous-estimer l'appui et l'intérêt qu'une source d'information comme la mère ou une éducatrice pourrait lui apporter. Les enfants ambivalents, le contraire, ils ont un excès, une crédulité excessive des figures de soins ou de figures extérieures, et donc ils ne croient pas à leur propre perception, et ils surattribuent, ils sont crédules vis-à-vis d'informations qui, de toute évidence, ne sont pas valides par rapport à sa perception. Et là, vous voyez juste, c'est une expérience un peu complexe, je ne sais pas si je vous ai totalement transmis le sentiment, mais c'est globalement l'idée que quand on a un attachement sécure, on est capable de se baser sur ses propres perceptions et questionner la valeur des informations qui viennent de l'extérieur. Quand effectivement on est dans un attachement insécure, on surestime la valeur que l'information extérieure nous apporte ou on la sous-estime. Et on peut imaginer ce qui se passe en ce moment concernant par exemple la crédulité qu'on a vis-à-vis de phénomènes qui sont absolument inexistants comme la Terre est plate. Et je ne sais pas combien de personnes pensent que ce soit le cas, et les complotismes en général. Alors pour terminer un peu cette rapide parcours, c'est de comment voir que cette question un peu de la confiance épistémique nous aide à envisager 2-3 points qui sont quand même essentiels. Tout apprentissage est évidemment un équilibre entre des compétences, on l'a évoqué, nécessaires, et on pourrait dire une motivation à apprendre, qui est une motivation probablement fait partie vraiment des pressions développementales, des pressions biologiques au changement. Tout cet équilibre va passer quand même par une reconnaissance de l'effet que notre action a sur l'environnement. Ce qu'on appelle classiquement la jubilation cognitive de la réussite, la récompense narcissique qu'on a quand on fait quelque chose qui réussit et qui nous apporte une envie de recommencer. Mais tout ça, ça se met fortement en lien avec le fait que toute cette dimension va confronter en permanence le sujet à la nouveauté, au changement, à l'incertitude, à la déstabilisation émotionnelle, aux prises de risques. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est globalement une situation de déstabilisation. Et que si les bases émotionnelles, les bases de confiance, la structuration de notre confiance de fond développée dans notre histoire ne s'est pas suffisamment consolidée, eh ben on va être en difficulté pour accéder à la nouveauté. On va avoir une surattribution de connaissances à des sources qui ne sont pas valides, et on ne pourra pas utiliser la source d'information comme quelque chose dont on pourra faire le tri entre ce qui est vraiment utile pour moi et ce qui est éventuellement non pertinent et non généralisable au monde. Donc, pour terminer le dernier passage, c'est que quel est le risque de ce type de posture, une posture dans laquelle nous n'avons pas suffisamment de confiance dans nos propres ressources et on ne sait pas trop bien comment analyser les ressources des autres, c'est qu'on est beaucoup plus dépendant de l'environnement et donc des risques aussi que l'environnement peut produire en termes de manipulation ou de non-utilisation de l'information en tant que pertinente. Mais aussi, il y a, notamment quand les compétences sont fragiles, c'est un sous-investissement des compétences, un sous-entraînement des compétences. Et donc, globalement, on va être un retrait d'investissement de compétences, et le retrait de compétences, le non-participation, va réduire l'image et la capacité qu'on a, le sentiment qu'on a, d'avoir de prise sous l'environnement, sous le changement, et donc avec un sentiment de soi qui va de plus en plus se fragiliser, étant souvent à l'origine d'une spirale d'échecs.
Donc je ne suis pas... Alors, et pour donc terminer, c'est comme si l'enfant construisait une identité d'apprentissage dans laquelle il ne se sent pas en position agentive, d'avoir le sentiment de changer, d'avoir un mot à dire sur son parcours propre. Et il y a une notion qui m'a quand même fortement frappé depuis quelques années, c'est qu'on sait qu'à un même niveau de difficulté d'apprentissage, même spécifique, la croyance qu'on a dans nos propres capacités à changer la donne et notre capacité à pouvoir s'appuyer sur l'environnement pour venir en aide à nos difficultés sont beaucoup plus importants que en termes de réussite et d'évolution que la difficulté spécifique qu'on a. En gros, si on croit qu'on peut y arriver, on y arrive beaucoup mieux que si on pense que tout vient de l'extérieur et qu'on n'a rien à dire sur le changement lui-même. Donc ça semble une banalité à évoquer, mais ça montre que parfois il faut davantage mettre l'accent sur la relation pédagogique, voire la relation de soins, que sur les rééducations techniques des compétences qui seraient en soi moins efficaces ou moins efficientes. Évidemment, les deux sont utiles et nécessaires au même moment. Autant le soutien à la compétence que le soutien à ce qui permet que la compétence s'exprime dans la relation pédagogique. Et une étude israélienne que j'ai trouvée passionnante il y a quelques années montrait que travailler sur la relation d'attachement entre l'enfant et l'enseignant, d'enfants qui avaient des troubles spécifiques des apprentissages sévères, permettait de modifier l'outcome du fonctionnement scolaire de l'enfant sous le plan des résultats pédagogiques, plus que l'intensité des rééducations spécifiques données à l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui nous montre comment être dans une technicité d'apprentissage a des limites, même si c'est pertinent, si on ne tient pas compte de l'autre côté de la technicité de la relation pédagogique. Et le message qui me semble important, si on prend cette question, cette notion de la confiance épistémique, de la posture de l'enseignant que je vous montrais tout à l'heure, c'est que malgré tout, on avait peut-être un peu sur- et sous-estimé l'importance qu'un enseignant a à se mettre à la place de l'élève et de son point de vue. Et donc, comme disait tout à l'heure la phrase de Fernand Buisson que M. Mérieux a citée, me semble magnifique, c'est qu'on a affaire avec des subjectivités à qui on essaie de transmettre des valeurs universelles. Mais sans tenir compte de la spécificité, l'apprentissage tombe complètement à côté. Merci.